monsieur, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Bregueli, félicite son homologue éthiopienne à l'occasion de la fête nationale. Toujours dans l'actualité nationale, saisie record de 4, intensification de la lutte contre la contrebande, c'est fort. Et enfin, dans l'actualité internationale, tempête, inondations et vagues de chaleur dévastatrices. Nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Merci et si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Bregueli, a adressé un télégramme de félicitations à son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Je forme le vœu davantage de bien-être et de progrès au peuple frère d'Azerbaïdjan, a écrit le président Guelleh dans ce message qu'il limite amplement à profiter aussi pour saluer les nombreux efforts entrepris en vue du développement de ce pays. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation sœur azerbaïdjanaise. Dans le même télégramme, note le chef de l'État, réitérant la détermination de notre pays à œuvrer aux côtés de l'Azerbaïdjan pour le renforcement de la paix et de la stabilité dans le monde. Et je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Bregueli, a adressé ses chaleureuses félicitations à la présidence et à la présidente Sahle-Work Zewde et au peuple éthiopien à l'occasion de leur fête nationale. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer notre solidarité et notre fraternité avec la nation sœur de l'Éthiopie, a écrit le président Guelleh dans son télégramme de félicitations. Il a souligné son espoir pour le développement continu de l'Éthiopie, mettant en avant l'histoire, la culture et le destin économique commun entre les deux pays. Soyez assurée, Madame la Présidente, que le peuple et le gouvernement de Djibouti fourniront toujours la coopération nécessaire pour renforcer nos relations exceptionnelles qui servent des modèles pour l'ensemble du continent africain, a ajouté le président Guelleh, réitérant ses meilleurs vœux à tout le peuple éthiopien, à nos frères et amis, a-t-il indiqué le chef de l'État. Un message similaire a également été envoyé au Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Nairobi. La délégation djiboutienne, conduite par M. Ilyas Moussa Dawale, ministre de l'économie et des finances de Djibouti, a visité le nouveau siège de la Trade Development Bank. Cette visite a eu lieu sur invitation de M. Adnus Tades, président de la TBD. La rencontre s'est tenue dans une ambiance chaleureuse et productive, marquée par une visite guidée des installations modernes du siège suivi d'un déjeuner de travail. M. Admet Tadus a exprimé sa gratitude envers Djibouti pour son soutien constant à la banque, particulièrement durant ses phases de restructuration et d'expansion. Il a souligné que le soutien de Djibouti a été crucial dans le renforcement des capacités de la banque, permettant à cette dernière de diversifier et d'augmenter considérablement son portefeuille. Le ministre Ilyas Moussa Dawale a quant à lui félicité la direction de la banque pour ses remarquables résultats obtenus au cours des 10 dernières années. Il a noté avec satisfaction la croissance et la performance de la banque, exhortant ces derniers à intensifier son engagement dans le développement économique de Djibouti. M. Dawale a souligné l'importance de la participation de la banque dans le financement des projets tant publics que privés dans son pays afin de soutenir les ambitions de développement national. La TBD Bank a démontré une capacité impressionnante à évoluer, à s'adapter aux besoins de ses membres. Nous espérons avoir une implication accrue de la banque dans les projets de développement à Djibouti, a déclaré le ministre. Il a également mentionné l'importance stratégique de Djibouti en tant que membre fondateur du COMESA et son rôle crucial dans le commerce régional. La visite a permis de renforcer les liens entre Djibouti et la TBD tout en œuvrant des nouvelles perspectives de collaboration pour soutenir le développement économique durable dans la région. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts continus de Djibouti pour attirer des investissements et promouvoir des partenariats stratégiques avec des institutions financières régionales. La Trade Development Bank, grâce à ses réformes et à son dynamisme, continue de jouer un rôle clé dans le financement du développement en Afrique de l'Est et au-delà, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement des pays membres du COMESA.
Toujours en marge, le ministre des Finances, M. Ilyas Moussaïda a participé toujours en marge du sommet de la Banque africaine de développement à la 20e réunion ministérielle de l'initiative de la Corne d'Afrique, coprésidée par M. Ahmed Shideh, ministre des Finances de l'Éthiopie, et par Mme Marie-Laure au groupe de la Banque africaine de développement. Cette rencontre a souligné l'importance des partenariats pour un développement durable dans la région. Les ministres ont remercié leurs partenaires de développement dans la Banque africaine de développement, la BMZ allemande, la BCDO britannique et la Banque mondiale pour leur soutien, ayant permis de mobiliser 10 milliards de dollars pour les projets. Les interventions de l'honorable Andrew Mitchell, particulièrement appréciées. L'IGAD a également reçu des remerciements pour son soutien. Les ministres ont encouragé d'autres partenaires, comme les Pays-Bas, à rejoindre l'initiative. La réunion a évalué les performances des projets, notant que 75% ont obtenu des résultats satisfaisants, mais nécessitent des améliorations. Les discussions ont aussi porté sur la feuille de route des zones frontalières adoptée en octobre 2023, mettant en avant le développement énergétique et la gestion des eaux. Les ministres ont réaffirmé leur engagement à transformer cette feuille de route en un programme phare. Les ministres ont exprimé leur solidarité avec le peuple soudanais et confirment que la prochaine réunion se concentrera sur le financement innovant et encourage la mobilisation continue des ressources. La prochaine réunion ministérielle, coprésidée par la Banque mondiale, se tiendra en octobre 2024 à Washington. Cette rencontre marque une étape cruciale pour la coopération régionale dans la Corne de l'Afrique, visant à renforcer les capacités de mise en œuvre et à répondre aux défis économiques et climatiques. Retour à Djibouti, où le CERD, en partenariat avec l'IRD, a organisé le premier atelier de sensibilisation à la science ouverte et à la gestion des données à Djibouti. L'objectif de cet atelier est de sensibiliser les chercheurs responsables des laboratoires et tout cadre impliqué dans la gestion des données aux enjeux de la science ouverte à Djibouti. Les premiers échanges de ce matin étaient une introduction à la science ouverte, avec pour objectif que le public et invités prennent connaissance de la notion des sciences ouvertes, de ses enjeux, de ses bénéfices pour les sciences et les scientifiques et la société. Les questions de libre accès aux publications scientifiques et de partage de la valorisation des données ont été particulièrement abordées. L'atelier de sensibilisation à la science ouverte promis en son genre a vu la participation des différents représentants d'institutions comme la direction de l'eau, la culture, de la pêche, l'Agence nationale de la météorologie, l'Agence nationale pour la promotion de la culture, les doyens de l'Université de Djibouti, Expertise France, l'ISS, le LANA, l'ANCI, l'ANPI, l'Agence France Développement, le FAO, l'UNFD, la Protection civile et le CRIPEN. Des ateliers pratiques ont permis de concrétiser les notions vues les matins même avec les exemples retours d'expérience, l'IRD, l'appui. Les groupes de travail ont ensuite œuvré à l'identification des obstacles et facteurs de réussite pour initier des pratiques de sciences ouvertes à Djibouti. Jaloudine et son équipe, que nous remercions très chaleureusement, grâce à l'IRD, sans oublier l'IRD, notamment à la disponibilité et à la présence du directeur de la mission de la science ouverte, à savoir Dr Jean-Christophe Desconnet. Eh bien, le directeur général du CERD, Dr Jalaluddin, a rappelé que le CERD répond aux orientations du ministère de l'Enseignement supérieur et du gouvernement en soutenant les recherches et la production des nouveaux savoirs sur les nombreux enjeux liés en particulier au développement socio-économique du pays. Écoutons-le. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir de vous accueillir au Centre d'études et de recherche de Djibouti pour un atelier de sensibilisation, de formation. Et c'est pour cela que je suis vraiment très honoré de vous avoir tous ici, nos partenaires de Djibouti, pour participer à quelque chose qui va sans doute être un des piliers de notre coopération et partenariat par la suite. Nous avons aussi l'honneur pour cet atelier de recevoir à Djibouti Paul-André Kalatayoud, qui est le représentant de l'IRD à Nairobi et pour la région de l'Afrique de l'Est, pour animer cet atelier, avec Jean-Christophe Desconnet, qui nous vient donc de Marseille, et qui est directeur donc sur le programme ou mission Sciences ouvertes à l'IRD. Et ils ont donc en appui
vous allez le voir au cours de cet atelier, l'intervention de plusieurs autres chercheurs et spécialistes en visioconférence. Les sciences ouvertes, comme l'a rappelé brièvement Abdourahmane, c'est l'opportunité qui nous est donnée tous, scientifiques ou développeurs dans les programmes de développement des ministères et d'autres au niveau des ONG, toute production de données qui puisse être mise à la disposition de tout utilisateur, quel qu'il soit. Eh bien, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a rappelé que l'importance que revêt ce nouveau concept de science ouverte. Il a précisé que le savoir est un patrimoine de l'humanité et le flambeau qui éclaire un autre monde. Écoutons-le. Pasteur disait que la science n'a pas de patrie, parce que le savoir est un patrimoine de l'humanité. Il est le flambeau qui éclaire le monde. Alors si j'ai choisi cette citation qui me revient souvent, c'est parce que je pense que plus que jamais, l'atelier d'aujourd'hui s'inscrit dans cette idée de patrimoine de l'humanité, de flambeau qui éclaire l'humanité ou le monde. Alors, patrimoine de l'humanité, je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les programmes de changement climatique, ce qui nous affecte tous les jours, et à travers les médias, on le voit, les fortes chaleurs, les inondations, les sécheresses, les mortalités, je dirais, un peu partout dans le monde, les impacts sur la survie des êtres humains, mais également de la biodiversité, font qu'on ne peut pas se passer de science et que la recherche doit être mise à disposition, les résultats de la recherche doivent être mis à disposition de tout le monde. Donc, bienvenue à cet atelier et très heureux de l'accueillir à Djibouti parce que, avec nos partenaires, avec le CERD, l'université, l'ISS, on compte faire d'autres événements pour inviter des chercheurs de la région. Nous voulons également que Djibouti, en partenariat avec l'IRD, joue ce rôle, je dirais, de diffusion de l'information d'encourager dans la région. Alors avec nos partenaires, bien sûr, des pays voisins, de l'IGAD, mais également aller au-delà. J'ai eu la chance de voyager dans quelques pays d'Afrique de l'Ouest et de parler avec eux de ces aspects-là. Et souvent, on est étonné de voir qu'on a toujours, quelque part, si on peut se satisfaire, un pas d'avance. Un pas d'avance, on l'a vu dans le cadre des archives au niveau de la présidence, la mise en place donc des archives de l'État. Et je pense que ce travail que nous faisons sur les sciences ouvertes vont nous permettre également de passer ce cap, de montrer que Djibouti peut être en avant d'idées innovantes, innovatrices, avec des partenaires fiables comme l'IRD. Je vous emmène en Suisse où le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, M. Redouane Abdillah Badon, est à Genève, en Suisse, où il participe au Forum mondial sur la société de l'information 2024 qui a débuté le 27 mai et se tiendra jusqu'au 31 mai. Le sommet mondial sur la société de l'information est le plus grand rassemblement annuel mondial de la communauté d'éthique pour le développement. C'est une plateforme mondiale multipartie facilitant la mise en œuvre des lignes d'action pour faire progresser le développement durable. Le forum est co-organisé par l'UET, l'UNESCO, le PNUD et la SMUD et d'autres organisations des Nations Unies, et Commission régionale des Nations Unies. Eh bien, le sommet mondial sur la société de l'information a pour vocation d'établir une vision commune du rôle d'éthique pour le partage de l'information et de la connaissance et de proposer des orientations d'un plan d'action en vue de combler la fracture plutôt numérique entre les pays pauvres et les pays développés. Aussi, c'est l'occasion pour les décideurs, plus précisément pour la délégation de la République de Djibouti, d'évaluer les progrès réalisés, d'examiner les tendances et les évolutions en matière d'éthique et de construire une nouvelle vision de la société de l'information et du savoir durable. Lors de son allocution, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, M. Redouane Abdillah Badon s'est basé particulièrement sur la politique nationale de développement d'éthique pour expliciter les progrès déjà enregistrés par la République de Djibouti dans la voie de la réduction de la fracture numérique, comme notamment le déploiement des infrastructures d'accès large bande avec un maillage sur la majeure partie du territoire djiboutien.
La stratégie large bande qui vise à assurer l'accès au haut débit à plus de 80% de la population djiboutienne, pour ne pas oublier les deux projets sectoriels de grande envergure, le Djibouti Digital Foundation et le projet régional d'intégration numérique, visant à jeter les bases d'une économie numérique et qui vont contribuer également à accroître une croissance économique durable, des gains d'efficacité et de productivité alimentés par une plus grande adoption du numérique par les citoyens, les entreprises et le gouvernement de notre pays. La participation au forum a été une occasion au ministre de la Communication, M. Redouane Abdillah Badon, de s'entretenir avec différentes personnalités de l'UET, dont autres le directeur du développement des télécommunications, et les échanges avec celui-ci ont été orientés dans le sens d'appuyer les différents chantiers numériques déjà entrepris par la République de Djibouti. Par ici, le ministre a présenté différents projets en cours qui nécessitent des appuis de la part des partenaires au développement dans la digitalisation des services publics, les efforts de réduction de la fracture numérique entre les milieux ruraux et urbains, soulignant aussi le besoin de renforcement des capacités des techniciens djiboutiens à travers les séances de partage d'expériences à l'étranger et bien d'autres nécessitent. Dans cette rencontre, le directeur des télécommunications à l'UET a proposé différentes solutions visant à faire de Djibouti une nation évolue en matière de télécommunications, appelant ainsi les Djiboutiens à y être très actifs pour participer dans les différents cadres d'échange qui sont souvent organisés par l'UET au sujet du développement du secteur d'éthique. Il a aussi proposé au ministre différentes entreprises du domaine à contacter pour leur investissement à Djibouti. A noter que le forum a connu plus de 2700 participants sur place et en ligne provenant de 150 pays à travers le monde, dont une centaine de ministres et des dirigeants d'organisations internationales, des représentants d'entreprises, de la société civile, des milieux universitaires, afin d'examiner les progrès accomplis dans le domaine d'éthique et de fixer des priorités pour atteindre les objectifs du développement durable. Dans cette manifestation de haut niveau, le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, est à la tête d'une délégation composée entre autres de Mme Khadra Ahmed Hassan, ambassadrice et représentante permanente de la République de Djibouti auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. M. Hassan Saïd Roumané, conseiller auprès de la mission permanente de Djibouti à Genève, chargé de gestion et des questions de l'UET, ainsi que M. Faisal Khairechdan, directeur du développement d'éthique au ministère de la Communication et des Postes et Télécommunications, et M. Khalid Naguib Ahmed, conseiller du directeur général de Djibouti Télécom, et de Mme Oubah Ahmed Malou, conseillère du directeur général de Djibouti Télécom. Retour à Djibouti, lancé en 2023 à l'initiative du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en partenariat avec l'agence Campus France, les journées France Alumni Days mettent à l'honneur les diplômés de l'enseignement supérieur français et leur réalisation sur les 5 continents à Djibouti. Campus France Djibouti, qui existe depuis 2017, a organisé une série d'événements du 26 au 28 mai à l'Université de Djibouti. Le 26 mai au matin, 5 anciens étudiants qui aujourd'hui occupent des postes importants sur leur terre natale ont témoigné de leur expérience d'étudiants, de stagiaires et de premier emploi en France. Ces témoignages authentiques, denses, parfois touchants, étaient très instructifs pour les étudiants de l'université qui étaient venus nombreux. Il était surtout question d'acclimatisation et d'opiniâtre. Il était question aussi de cette chance que représentent ces études en France, d'amitié et de parcours d'excellence. Le 27 mai, Campus France Djibouti a organisé à l'Institut français de Djibouti une rencontre avec les professionnels, l'occasion pour les étudiants de consolider leur connaissance des employeurs et pour les employeurs d'être attractifs, du théâtre, un café alumni et un karaoké étaient aussi au programme. Des séances de cinéma ont été offertes dans la continuité de la célébration des Alumni Days 2024 à Djibouti. La France, déjà terre d'accueil de plus d'un millier d'étudiants djiboutiens, accueille chaque année environ 200 nouveaux étudiants, souhaitent en attirer davantage. Les étudiants font une demande spécifique d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. Le service est en ligne pour toutes les démarches. La plateforme Études en France permet d'entreprendre l'ensemble des démarches d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. L'espace Campus France accueille les étudiants pour toutes leurs questions à l'Institut français de Djibouti. Et nous avions avec nous
dans nos éditions de 15h. M. Philippe Kriwanski qui nous indiquait que la France est terre d'accueil plus d'1 millier d'étudiants djiboutiens chaque année et sur les services en ligne pour toutes les démarches de la plateforme Études en France qui permet d'entreprendre les démarches d'inscription. Je vous propose de l'écouter. Le monde, Djibouti n'a pas dérogé à la règle et a réalisé et a célébré les alumni. Donc d'abord une petite définition, qu'est-ce que c'est qu'un alumni? Eh bien, un alumni, c'est un ancien élève qui a fait ses études dans des grandes universités ou dans des grandes écoles d'excellence françaises. La première journée, effectivement, dimanche matin, qui a eu lieu à l'université de Djibouti, a permis de mettre en valeur des témoignages, des partages d'expériences d'anciens alumni qui ont aujourd'hui une place prépondérante dans des grands établissements ou dans des grandes institutions djiboutiennes. Et puis une deuxième journée consacrée aux rencontres de jeunes étudiants qui aujourd'hui ont déjà une inscription dans les établissements français et qui ont pu rencontrer des entrepreneurs et des entreprises qui comptent aujourd'hui beaucoup pour Djibouti. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Doual Saïd Mahmoud, accompagné du représentant de l'UNICEF, qui a visité aujourd'hui l'hôpital Cheikhou de Balbala, en particulier le centre d'appareillage orthopédique et de réadaptation. Cette visite visait à observer de près la prise en charge des enfants handicapés dans cette unité spécialisée. Le centre d'appareillage orthopédique et de réadaptation de l'hôpital Cheikhou de Balbala joue un rôle essentiel dans la fourniture des soins adaptés aux enfants ayant des besoins particuliers. Ce centre offre des services de réadaptation et de réappareillage orthopédique pour améliorer la mobilité et la qualité de vie des enfants handicapés. Au cours de la visite, une démonstration a été organisée pour présenter les différentes techniques et traitements utilisés dans la prise en charge des enfants. Cette démonstration a permis de mettre en lumière le travail dévoué du personnel médical et paramédical du centre, ainsi que les progrès réalisés grâce aux collaborations avec des partenaires tels que l'UNICEF. D'abord, on a vu l'enregistrement biométrique des personnes qui souffrent d'un handicap, y inclut les enfants. Après, on a visité ce centre ici pour l'appareillage orthopédique et on a vu vraiment le travail qui était investi par l'équipe avec l'appui des ANPH, mais aussi tous les techniciens qui travaillent ici. Et je voudrais vous applaudir vraiment. Vous êtes excellents, formidables et grandes félicitations. Ça vient du fond de mon cœur et ça m'a beaucoup touchée. Et comptez sur l'UNICEF, on est à côté de vous, on est avec vous et on supporte bien sûr surtout les enfants qui souffrent d'un handicap. Puis le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Doual Saïd Mahmoud, accompagné de la représentante de l'UNICEF, a visité le siège du réseau national des personnes handicapées situé à l'avenue 13. Cette visite avait pour objectif de renforcer les liens avec les associations locales, de discuter des défis et des opportunités pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. Au siège, ils ont rencontré les responsables du réseau national des personnes handicapées qui ont présenté les diverses initiatives et programmes en cours. Cette rencontre a permis d'échanger des idées et de discuter des besoins spécifiques des personnes handicapées, ainsi que des moyens de collaborer plus étroitement pour répondre à ces besoins. Eh bien, le directeur général de la NPH et la représentante de l'UNICEF ont réaffirmé leur engagement à soutenir les efforts du réseau et à travailler ensemble pour promouvoir une société plus inclusive. Ils ont souligné l'importance de telles collaborations pour apporter des changements positifs et durables dans la vie des personnes handicapées. Tout à fait autre chose cette fois-ci, et bien conformément aux directives et instructions du ministère du Travail, l'inspecteur général du Travail et des lois sociales a organisé hier matin une réunion de concertation axée sur les opérations de contrôle réglementaire conjointement avec les différentes institutions du marché du travail national. L'objectif fondamental de la réunion vise à établir une démarche opérationnelle de planification et de préparation rigoureuse pour une meilleure organisation de la campagne de contrôle, et c'est en mettant l'accent sur l'application stricte de la régularité de l'emploi des travailleurs étrangers en conformité des dispositions textuelles en vigueur. Il convient de noter la présence de cette réunion de la gendarmerie, de la police, de l'ANEFIP, de la préfecture et de la Caisse nationale de sécurité sociale qui font partie du dispositif national mobilisé pour les opérations de contrôle subvisées.
Aussi, il y a lieu de souligner avec pertinence que les opérations en cours d'exécution sont axées principalement sur la régularité des travailleurs étrangers. Et la finalité sous-jacente, ces contrôles visent tout particulièrement à offrir des opportunités aux jeunes djiboutiens qui aujourd'hui ne manquent pas de compétences professionnelles requises pour postuler aux tâches occupées actuellement par les étrangers. Dans sa lancée, l'inspecteur général a martelé qu'aucun laisser-aller, passe-droit ou non-respect de la législation en vigueur ne sera toléré et que toute société frauduleuse prise en charge et en flagrant délit de travail dissimulé sera considérée comme passible d'infraction donnant lieu à des sanctions appropriées. Beaucoup de travailleurs, non seulement ils n'ont pas de permis de travail, ils ne sont pas inscrits à la CNSS et ils n'ont pas de fiches de paie, etc. Donc maintenant, l'inspection du travail en fait, est là pour contrôler le marché du travail. Donc la première mission d'une inspection, c'est le contrôle du marché du travail. Donc elle va être présente en permanence sur le terrain, de telle sorte à rendre efficace le contrôle pour inciter les employeurs à se conformer aux dispositions textuelles et aux lois djiboutiennes qui régissent le code du travail. Eh bien, l'inspecteur général, M. Abdi Farah, il a dans son intervention affirmé avec beaucoup de fermeté que toute société qui sera dénichée en infraction sera traitée en conformité, tout en précisant que l'ANEFIP sera amenée dans sa mission pour donner la place aux Djiboutiens qui ont les profils requis pour les postes libres laissés vacants par les étrangers employés de façon irrégulière. Écoutons-le. L'inspection générale du travail, l'organe de contrôle, effectue quotidiennement des contrôles, mais cette fois-ci, le ministre a jugé utile que le contrôle soit conjoint, c'est-à-dire entre les différentes institutions du marché du travail. L'inspection générale du travail sera accompagnée par l'ANEFIP, la CNSS, également le soutien de la police, mais également de la gendarmerie, sans oublier la préfecture de Djibouti. Donc l'objectif, la mission principale de notre contrôle consistera à mieux contrôler surtout les secteurs de construction. L'objectif, c'est quoi? C'est de voir et de contrôler la régularité du personnel, c'est-à-dire le personnel qui seront dans le chantier. Comme vous savez, la loi 133 réglemente la présence de tous les travailleurs à Djibouti. Chaque étranger, chaque travailleur doit être en règle de bien effectuer le travail auquel il est en train de faire. L'article 24 et 25 dans ce sens est clair. Aucun étranger ne doit travailler sans avoir une autorisation préalable. C'est-à-dire, une fois sur le chantier, dès que vous constatez qu'il y a des étrangers qui travaillent d'une manière illégale, on arrête sur place leur travail. Parce que tout simplement, ils n'ont pas le droit de travailler. Ce travail appartient aux Djiboutiens. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui sont capables d'effectuer ce travail, qui sont capables de faire eux-mêmes le travail. Donc, il faut laisser la place aux Djiboutiens. Tout à fait autre chose cette fois-ci, la conférence sur l'actualité des relations internationales, de la géopolitique et de la géoéconomie au niveau mondial en général et celui de la Corne d'Afrique en particulier s'est clôturée hier au sein de l'Institut d'études diplomatiques. Présidé par le directeur de l'Institut d'études diplomatiques, M. Mohamed Abdelkader Moussa. Ces séminaires avaient pour objectif le renforcement des capacités des participants dans le cadre des partenariats entre l'Union européenne et l'Institut des études diplomatiques qui ont élaboré ensemble les projets intitulés Diplomatie internationale. Ce séminaire sur la diplomatie djiboutienne face aux institutions internationales et régionales avait exploré le rôle de la diplomatie multilatérale face aux défis globaux, les locaux animés par le professeur Zakaria et par M. Ahmed Arita Ali. Les participants avaient l'occasion d'explorer les thèmes comme la migration, le développement, la paix et la sécurité alimentaire, mais aussi des enseignements sur le fonctionnement des institutions multilatérales comme l'Union européenne, les Nations unies et l'Union africaine. Pour rappel, la diplomatie, c'est l'art de dialoguer, de négocier, de construire des ponts entre les nations. Écoutons le directeur de l'Institut, M. Mohamed Abdelkader Moussa. Depuis sa création, notre centre s'est engagé à promouvoir la compréhension et l'analyse des enjeux mondiaux, à former des diplomates compétents et à contribuer au dialogue international. Aujourd'hui, alors que nous nous penchons sur une décennie d'accomplissements, nous pouvons être fiers du chemin parcouru et des défis relevés. La géopolitique et la géoéconomie sont des domaines en constante évolution, qui façonnent par des forces multiples telles que les changements technologiques,
les rivalités régionales, les crises environnementales et les dynamiques économiques mondiales. En tant qu'institut des études diplomatiques dédié à la diplomatie, il est de notre devoir de comprendre ces tendances, d'analyser leur multiplication et de trouver des solutions innovantes pour répondre aux défis de notre époque. Au cours de ces 10 dernières années, nos enseignants et nos étudiants ont contribué de manière significative à cette mission. Leurs travaux ont éclairé les décisions sur des questions cruciales: changement climatique, migration, les conflits régionaux et la montée en puissance des nouvelles technologies. Leur expertise a renforcé la diplomatie de notre pays et a contribué à forger les partenariats solides internationaux. Direction l'Afrique de l'Ouest, en Centrafrique, où une délégation d'officiers supérieurs conduite par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, s'est rendue 18 au 25 mai 2024 en République centrafricaine, aux fins d'une visite d'inspection. Reportage. Supérieure, conduite par le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, s'est rendue du 18 au 25 mai 2024 en République centrafricaine aux fins d'une visite d'inspection auprès de la FPU djiboutienne déployée à Ndélé pour la seconde année consécutive. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale s'est rendu à Ndélé à bord d'un vol des Nations Unies le mardi 21 mai 2024 à 11h, où il a été accueilli au Tarma par le chef du bureau des Nations Unies de la localité de Ndélé, le commandant du secteur centre, le commandant de la FPU djiboutienne et ses officiers, ainsi que quelques autres responsables de la MINUSCA. Tout de suite après, le colonel Zakaria Hassan Adan, accompagné de sa délégation, s'est transporté au camp FPU djiboutien où il a été dressé un piquet pour rendre les honneurs au chef d'état-major. Dans le cadre de la visite d'inspection, l'autorité militaire a rencontré à tour de rôle les différentes catégories des personnels, notamment les officiers, les médecins et les différents responsables des services logistiques. Le colonel Zakaria Hassan Adan a également accordé un moment pour rencontrer exclusivement les 18 personnels féminins du contingent. Au cours de ces échanges, les responsables des départements et les personnels féminins ont évoqué leur rôle au sein de l'unité, leur impression et leurs doléances avant de leur donner à chacun des conseils spécifiques et leur renouveler son soutien. Tout de suite après, dans le cadre de sa visite d'inspection, l'autorité militaire a rencontré tour à tour les rôles des différentes catégories des personnels. Reportage. La délégation a, durant son séjour à Ndélé, inspecté tous les moyens majeurs tels que les véhicules légers, les camions de transport des troupes, les blindés et les bus. D'une part, et les groupes électrogènes ainsi que les équipements individuels d'autre part. Après les moyens, le chef d'état-major a visité les dortoirs des gendarmes, le réfectoire puis l'infirmerie de l'unité prisée par tous les employés de la MINUSCA basée à Ndélé. La délégation a pris note des besoins exprimés par les divers chefs de département conformément aux instructions du chef de la délégation.
le chef d'état-major de la gendarmerie a passé en revue les troupes lors de la prise d'armes organisée sur la place du rapport où les 3 hymnes ont été entonnés, notamment celui de la Centrafrique, des Nations Unies et celui de la République de Djibouti. Reportage. Le chef d'état-major a passé en revue la troupe de la prise d'armes organisée le mercredi 22 mai 2024 sur la place du rapport où les 3 hymnes ont été entonnés, notamment celui de la Centrafrique, des Nations Unies et enfin celui de Djibouti. Eh bien, le chef d'état-major a informé la troupe qu'elle jouit du soutien de la confiance du président de la République, chef suprême des armées, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui s'intéresse à leur situation et qui leur adresse ses chaleureuses félicitations. Écoutons-le. Un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui au sein de la MINUSCA, à Ndélé, de votre base de Ndélé, honorant l'engagement que je vous avais fait lors de votre départ de Djibouti. Pour cette visite aujourd'hui, au-delà de son aspect professionnel, je voudrais vous témoigner mon soutien total et constant pour vous permettre de servir dans les meilleures des conditions et dans le strict respect des standards requis par les Nations Unies. L'engagement de notre FPU, une première dans l'histoire de notre institution matérialiste, la confiance de l'Organisation des Nations Unies placée en la République de Djibouti et en la gendarmerie djiboutienne. Vous comprendrez dès lors l'importance des attentes dans votre manière de servir. Il ne devra souffrir d'aucun reproche, d'aucun manquement et d'aucune carence, malgré la complexité de vos tâches et l'exigence de
des opérations du maintien de la paix. Pour ma part, tenant compte du fait que vous avez été trié sur le volet sélectionné pour vos aptitudes, je reste confiant quant à la qualité de votre engagement qui restera, j'en suis convaincu, professionnel, efficace, juste et impartial, perpétuellement guidé par votre statut de représentant de premier rang de toute nation, la République de Djibouti. Vous devez avoir à ce jour compris que l'un des piliers fondamentaux du mandat de la MINUSCA est la protection des civils. Toute votre action devra être guidée par cet objectif prioritaire de protection de la frange la plus vulnérable de la population. Les civils qui restent les principales victimes des conflits. Par ailleurs, le succès de votre mission dépendra grandement des rapports que vous serez tissés avec les sections substantives de la MINUSCA, que les forces et contingents amis, mais surtout avec les forces de sécurité locales. Je tiens à dire tout mon estime aux 8 personnels féminins de notre contingent. L'apport significatif des femmes dans une zone marquée par des conflits est reconnu au plus haut des Nations Unies. Je vous adresse mes particulières félicitations pour votre force de caractère, votre professionnalisme et votre capacité à s'adapter aux exigences de cet environnement complexe. En démontrant vos compétences, vous avez prouvé que vous méritez amplement votre place au sein de la FPU. Vous avez mon appui, à mon entière confiance. Avant de terminer, sachez tous que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, vous transmet ses chaleureuses salutations et ses vives chaleureuses salutations et ses vives félicitations pour le sérieux dont vous faites preuve depuis le début de votre mission. Le Président de la République sait le rôle représentatif que vous endossez ici et vos activités toujours montrent une discipline impeccable et de la rigueur propre à la gendarmerie nationale. Enfin, il vous témoigne toute sa confiance et son soutien total. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, vous transmet également ses salutations et salue la qualité de votre engagement. Il vous souhaite plein succès dans votre mission et vous invite à continuer à donner le meilleur de vous-même. Que Dieu vous protège tous et que notre engagement commun porte des résultats durables. On reste toujours en Centrafrique où dans la soirée, le commandant du FPU a organisé un collectif au profit du chef d'état-major et à sa délégation qui ont également été conviés à ces moments conviviaux. Le préfet, le maire, le commandant de l'unité d'intervention rapide tunisienne, le commandant du bataillon pakistanais et des commandants des forces de sécurité et de défense centrafricaines. Dans la soirée du mercredi 22 mai, le commandant de la FPU a organisé un collectif au profit du chef d'état-major et sa délégation. Ont également été conviés à ce moment convivial le préfet, le maire, le commandant de l'unité d'intervention rapide tunisienne, le commandant du bataillon pakistanais
et des commandants des forces de sécurité et de défense centrafricaines. Le préfet de Ndélé a même tenu un discours dans lequel il cite les mérites de l'unité et ses accomplissements. Enfin, une photo de groupe et des échanges de cadeaux ont clôturé le dîner. Au nom du gouvernement centrafricain que j'ai l'honneur de représenter ici dans la préfecture de Bamingui-Bangoron, j'adresse mes vifs et sincères remerciements pour la coopération qui a existé entre nos deux pays frères, RCA et Djibouti. Les multiples patrouilles et opérations de dissuasion et de sécurité menées par le contingent djiboutien de la MINUSCA ont fortement contribué à la réduction des violences communautaires et de criminalité à Ndélé. La population tout entière en est très reconnaissante et n'oubliera jamais ce contingent. Comme je venais de vous le dire, s'il s'agit de donner une note, je donnerai 19 sur 20 à ce contingent. Sport à présent, où la secrétaire générale du secrétaire d'État chargée des sports, Mme Khadija Ibrahim, s'est rendue sur les îles Moucha pour une inspection minutieuse en vue de l'organisation prochaine du jeu La Grande Chasse au Trésor. Accompagnée des directeurs et des cadres du département, l'équipe a entrepris un examen approfondi du site. Ils ont délimité l'espace de jeu, identifié et marqué les emplacements où se déroulent les différentes épreuves. Cette préparation rigoureuse est essentielle pour assurer le bon déroulement de l'événement et garantir la sécurité des participants. Il faut noter que la grande chasse au trésor prévue pour le samedi 8 juin prochain s'adresse aux jeunes âgés de 16 ans à 20 ans. Ces derniers seront regroupés en équipe et devront relever divers défis pour découvrir le trésor caché. Ce jeu promet d'être une aventure passionnante, mêlant esprit d'équipe, stratégie et ingéniosité. L'objectif de cette initiative est de promouvoir l'activité physique et l'esprit d'aventure parmi les jeunes. En choisissant l'île Moucha comme cadre, les organisateurs espèrent également sensibiliser les participants à la beauté et à la préservation de ces sites naturels exceptionnels. Le rendez-vous est donc pris pour le 8 juin, une journée qui promet d'être riche en émotions et en découvertes pour toutes les jeunes aventuriers. Et je vous le disais dans le titre, direction le sud du pays, où les forces de défense de Bias, il y a un détachement de la police et le détachement de la gendarmerie nationale dans la région d'Al-Sibiya, en collaboration avec la brigade de la douane de Galilée, ont réalisé une importante saisie de 4 de contrebande à la frontière de Galilée à Al-Sibiya avec l'Éthiopie. Sous la direction de Mohamed Moumin Hassan et avec le soutien de la force armée de Bias, cette opération exemplaire démontre une fois de plus l'engagement sans faille des services de lutte contre la contrebande des produits illicites. Au cours de cette opération, plus de 275 colis de 4 ont été saisis, représentant une valeur totale de 10 500 000 francs djibout, équivalent à 8 100 kg. Cette saisie significative reflète les efforts continus des autorités djiboutiennes pour combattre le trafic de 4. Les autorités rappellent leur détermination à poursuivre ces actions pour mettre fin à la contrebande et au trafic de drogue dans la région. Elles tiennent à remercier tous les agents impliqués dans cette opération pour leur professionnalisme et leur dévouement. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Al-Sibiya, Mohamed Moumin Hassan. On reste toujours dans le sud du pays, mais cette fois-ci à Dikil, où dans le cadre de la lutte continue contre la contrebande, sous la supervision du chef de la division de la douane de Dikil, une opération conjointe menée par la douane de Dikil et la police locale a permis de mettre la main sur une cargaison importante de 4 de contrebande.
L'intervention qui s'est déroulée en périphérie de la sous-préfecture de Meloud a abouti à la saisie de 1 tonne de khat d'une valeur estimée à 1 million de francs Djibouti. C'est en présence du chef du détachement de la police de Dikil, le capitaine Suleiman Farah Hadawi, et du chef de division de la douane de Dikil, l'inspecteur Aden Abdi Bourré, accompagné du chef de la brigade de douane de Dikil, Moussa Omar Moussa. La douane ainsi que les éléments de la police et l'armée de Dikil ont immédiatement procédé à l'incinération des marchandises saisies dans l'enceinte de la caserne militaire. Cette opération marque une étape significative dans les efforts des autorités locales pour éradiquer la contrebande et protéger l'économie locale. Les responsables ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur action pour garantir la sécurité et la prospérité de la région. Et dans l'actualité internationale, pour clore ce journal, l'Asie du Sud est frappée par des conditions météorologiques extrêmes. La tempête tropicale Remal cause des inondations et des effondrements en Inde et au Bangladesh, laisse des millions de personnes sans électricité. Au Pakistan, une vague de chaleur dépasse les 50 degrés Celsius. Ces phénomènes sont liés au changement climatique. La tempête tropicale Remal frappe l'Inde et le sud du Bangladesh avec des pluies torrentielles et des vents violents. Dans le nord-est de l'Inde, une carrière de pierre s'est effondrée sous les effets de fortes pluies, causant la mort d'une dizaine d'ouvriers. Les secouristes fouillent encore les décombres à la recherche des survivants. Au Bangladesh, la tempête a été particulièrement dévastatrice. Elle a inondé de nombreux villages côtiers et privé près de 30 millions de personnes et privant 30 millions de personnes d'électricité et environ 800 000 personnes ont dû être évacuées des zones vulnérables. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.